Téléspectateurs de la commune 4 du district de Bamako, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Karim Keïta dans les collimateurs de Trésor américain en passant par la levée du mot d'ordre de grève des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Aussi, nous allons évoquer cette polémique autour de l'attribution du marché de la carte d'identité biométrique à une société allemande. Autant de sujets qui vont essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. M. Haïdara, merci d'être autour de ce plateau. C'est un grand plaisir à vous. Notre deuxième invité, M. Mohamed Alamine Diko, il est secrétaire politique du RDS, RDS, Rassemblement pour le développement et la solidarité. Monsieur Diko, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, toujours un plaisir d'être à Renouveau TV. Troisième invité, M. Mahaman Mariko, ancien leader estudiantin, aujourd'hui président du CRAJ Faso Nieta. Monsieur Mariko, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Quatrième invité, un élu communal, M. Abdallah Yatara. Il est cadre du parti Yelema. M. Yatara, merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi d'être là ce soir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. M. Haïdara, je voudrais commencer par vous. Ce n'était pas évident de vous avoir ce soir. Ils sont surpris, les téléspectateurs de vous. D'abord, je te remercie énormément et l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau et aussi les techniciens qui permettent à tout le monde de regarder l'émission. Merci pour votre présence constante pendant ces 72 heures. Merci à Dag qui m'appelait de la Guinée. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 72 heures. Je suis éternellement reconnaissant. Ça arrive dans un parcours d'un homme public, c'est tout à fait normal. Et moi, étant un hamaliste, c'est vraiment un non-événement pour un hamaliste. Et le sujet d'aujourd'hui, tous les trois sujets sont extrêmement importants. Donc je voulais dire que nous sommes là pour édifier, Inch'Allah. Et je salue mes co-débatteurs. Et un grand clin d'œil à notre frère Youssouf Bachili, à la MCA. C'est un hamaliste que nous soutenons. Grâce à lui, il y a eu les élections présidentielles. Il mérite d'être décoré au lieu d'être mis en prison. Merci. Ce qui est bien précis, après donc un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice malienne, le fils de l'ancien président du Mali vient d'être déclaré par le Trésor américain persona non grata. Karim Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a effectivement réagi. Il a déjà rejeté ces accusations car estimant ne répondant pas au principe du contradictoire. Monsieur Diko, oui. Quel regard vous portez déjà sur cette situation du fils de l'ancien président du Mali qui se retrouve sur cette liste du Trésor américain? Bon, déjà il y a beaucoup de tristesse quand même, parce que c'est quelqu'un qui a présidé aux destinées de la commission défense de l'Assemblée nationale de février 2014, je pense, jusqu'en 2020. À la date du coup d'État contre Ibeka. Donc c'est quand même une grande personnalité du Mali. Donc que de voir des personnalités du Mali indexées comme ça par le Trésor américain, ça fait toujours un petit effet de surprise désagréable. Maintenant, d'un autre côté également, le pouvoir Ibeka et la gestion Ibeka et la gestion impliquée souvent à tort de certains membres de sa famille a déjà été peut-être pas prouvé par la justice de notre pays, mais c'est quelque chose qui était un secret de polichinelle ici au Mali. Donc de voir que c'est le Trésor américain qui indexe un de nos anciens hauts responsables pour des problèmes de corruption, de gestion,
c'est triste que ça commence par des étrangers. On aurait aimé que notre justice en premier s'occupe de nos dossiers et que ça ne vienne pas de l'extérieur. D'accord. Monsieur Mariko, déjà, est-ce que vous également vous êtes surpris de voir Karim Keïta, fut-il le fils de l'ancien président qui se retrouve sur cette liste, quand on sait que Karim n'était pas forcément, n'a pas joué un rôle au sein de l'exécutif? Est-ce que vous avez été surpris de le voir, en tout cas indexé par les Américains de la sorte? Moi, je pense que au Mali, d'abord, il faut qu'on fasse un choix politique et qu'on les assume. Oui. Et qu'on assume ce choix politique. Ça veut dire quoi? Est-ce que réellement, tout ce bruit qui a été fait, qui a même amené à la chute de IBK pour dire que nous voulons un nouveau Mali, et que ce nouveau Mali doit avoir pour base la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, voilà un peu quelques leitmotivs qui ont amené les Maliens dans la rue, même si, à l'époque, moi, je ne fais pas partie de ce mouvement-là. Ouais. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des questions de personnes. Notre État doit être là dans une implication d'une volonté politique pour que tous ceux qui, de près ou de loin, ont été dans des malversations ou dans les pillages des ressources de notre pays, que notre État accepte d'être dans une collaboration judiciaire avec la communauté internationale, avec des États amis, des États, comme on appelle, partenaires. Parce que vous savez, la lutte, ou disons, les malversations financières ont atteint un niveau aujourd'hui que des pays comme le Mali n'ont pas le niveau technique de déceler certaines profondeurs. Oui, mais Karim qui n'a pas joué un rôle dans l'exécutif, comment... Mais pour le moment, les Américains disent détenir des preuves. Et Karim n'est pas le seul à être cité dans cette affaire-là. Je pense qu'il y a une quarantaine. Oui, le seul Malien. Oui. Mais pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas vers une collaboration judiciaire avec ces Américains pour comprendre la profondeur de cette situation? S'il se trouve que Karim est impliqué, que nous accompagnons ce processus et que, disons, au finish, cela puisse revenir, le dossier soit revenu, comme on appelle, revienne aux Maliens avec d'autres ramifications. Mais si également Karim n'est pas impliqué, comme ils l'ont dit, que voilà, son honneur soit lavé. Mais je pense, au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas que cela soit vu comme une attaque contre un Malien, mais plutôt une opportunité pour le Mali d'aller creuser au fond de cette affaire pour que nous puissions quand même savoir qu'est-ce qui a été fait des fonds maliens pendant un certain temps de la gestion de ce pays-là. Monsieur Aïdara, est-ce qu'il faut donner du crédit à ces accusations, des Américains? Faut-il... En fait, il y a deux chefs d'accusation qui ont été retenus, bien vrai que je clame toujours la présomption d'innocence. C'est d'abord l'atteinte aux droits de l'homme et la corruption. Et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a été très clair en donnant un signal aux juridictions concernées. Mais ce qui me retient surtout l'attention, c'est que c'est le sempiternel problème du prince du jour. En fait, on est fils ou fille de président, on n'est pas inquiété par l'exercice du pouvoir, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce que l'on dit. Mais vous l'avez dit, effectivement, Karim n'a pas été dans l'exécutif. Ce n'est pas au contrôle général des services publics, à l'inspection des finances ou au vérificateur général qu'on en voudra. Mais c'est surtout à l'OCLEI qu'on doit en vouloir. Parce que là, c'est contre l'enrichissement illicite. Le CLE pouvait se saisir du dossier, c'est l'autosaisine même du dossier, parce que tout le monde sait que Karim était immensément riche et que par rapport à ses revenus à l'Assemblée nationale, son salaire de député, c'est si c'est bien incriminé n'était pas domicilié au Mali, est-ce que l'OCLEI aura tout le pouvoir pour pouvoir agir? Si, avec les commissions régulatoires, c'était bien possible. C'était bien poussé avec la commission régulatoire. Mais moi, j'ai dit, c'est surtout à l'OCLEI que j'ai envie. L'OCLEI pouvait se saisir du dossier dès après le premier mandat d'IBK. Tout le monde sait qu'après le premier mandat d'IBK, Karim avait amassé suffisamment d'argent. C'est ça, on monte à Koulouba les mains vides, les poches vides. On descend toujours les fils du président ou filles du président. Mais ils descendent toujours les poches remplies, les comptes bancaires bien remplis. Et ils ne sont pas du tout inquiétés. Visiblement, vous n'avez pas été surpris par cette nouvelle, hein? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, lors de mon premier débat ici, lorsque vous m'aviez invité, j'ai dit qu'IBK a chuté par la faute de son fils et par la faute de Boubou à l'époque. Je l'ai dit ici sur votre plateau ici. Ça ne m'a pas du tout surprise. Tout le monde le savait, mais le courage politique a manqué.
le courage politique a manqué et c'est ce qui est dommage aussi. Heureusement, et comme l'a dit Kebambaye, qui reste d'un peuple opprimé, d'un peuple corrompu, délétère, il ne reste que la déchéance morale et intellectuelle. Heureusement que le 18 août 2020 est venu pour mettre fin à ça. D'accord. M. Haïdara, vous également, vous n'êtes pas surpris? Honnêtement, je ne suis pas surpris, mais je ne comprends pas cette hypocrisie de la communauté internationale. Ils le savent très bien il y a très longtemps que Karim s'est enrichi sur le dos des contribuables. Karim a pris des actions dans des grosses boîtes, j'en n'en citerai qu'une. Il est membre fondateur d'une banque dont il a des actions. Ils le savent très bien. Il faut peut-être rappeler au passage que Karim, avant d'être politique, c'est quand même un homme d'affaires. Il a le droit d'avoir des actions dans certaines entreprises. Avant son père, Karim revendait des voitures. La plupart de ses voitures étaient des voitures volées. Donc c'est pas vrai. On se connaît ici. On se connaît ici et tout d'un coup, au bout d'un mandat, vous devenez un multimilliardaire en étant simplement un président de la commission de défense à l'Assemblée. La communauté internationale le savait. Mais maintenant, pourquoi maintenant? C'est ça la question fondamentale pour nous. Ouais. Ceci dit, moi aujourd'hui, je défends Karim parce que Karim est devenu membre de la diaspora. Ah oui, on va défendre Karim. Nous défendons un diaspora qui a tort ou raison. Mais je vais simplement dire que si les États-Unis ont décidé de le poursuivre avec 40 autres personnes, et ces informations existaient bien avant, pourquoi les États-Unis n'ont pas saisi le gouvernement malien pour dire nous avons un flux financier irrégulier dans telle et telle entreprise qui appartient à telle? Ça n'a pas été fait. La banque qui a été créée, ils le savent, le gouvernement le sait. Maintenant que la communauté internationale, pour des raisons qu'ils veulent plaire au gouvernement malien, on vous dit, bon, écoutez, il y a quelqu'un là qui est chez nous, qui est en tout cas domicilié de bien chez nous, on va le mettre sur la liste pour l'arrêter. Parce que le Mali n'arrive pas à faire venir Karim. Les Américains à la rescousse de mais de absolument, la justice c'est malienne, cette hypocrisie qu'on n'acceptera pas. Ouais. Nous, on va défendre Karim. C'est un Malien à part entière et c'est un Malien de la diaspora. Si vous l'avez laissé s'enrichir au vu et au su de tout le monde d'une façon mais exagérée, vous n'avez rien dit. Écoutez, cette transition, on a combien de mois là? Cette transition, on est pratiquement à 3 ans. On ne les a pas entendus dire quelque chose. Pourquoi cette transition attend que les Américains parlent avant d'en parler? C'est la question fondamentale. Oui, mais il faut quand même noter que la transition avait, si vous voulez, la justice malienne avait lancé un mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt, ouais, mais pas par rapport au détournement. Non, on a vu les mandats, mais pas par rapport au détournement. Donc Karim, tu es membre de la diaspora, on va te défendre. S'il faut, on va te prendre des avocats pour te défendre. Nous n'allons pas accepter ce traitement discriminatoire contre toi parce qu'ils ont fermé les yeux et pour des raisons que nous savons, ils soulèvent cette question maintenant pour dire et voilà, on va arrêter Karim parce que il y a un enjeu politique. Karim, reste tranquille, on va te défendre. Monsieur Diko, on a vu cette réaction aussi de Karim Keïta qui n'a pas fait écho, en tout cas au niveau des réseaux sociaux déjà. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas en train d'appliquer le principe de la présomption de culpabilité à Karim? Pas le principe d'innocence, de la présomption mais le principe de culpabilité. Oui, bon, déjà, on aimerait savoir sur quelles preuves se basent les Américains. Mais c'est un peu ce que je vous disais. C'est vraiment dommage de voir que ça soit une puissance étrangère qui se saisisse de la chose avant nous. Plus de 24 mois de transition. Et si, on va parler au conditionnel, si Karim est effectivement l'un des plus grands pilleurs de cette nation, plus de 24 mois de transition, le seul mandat d'arrêt qu'on ait vu concerne votre confrère, qu'on pense être décédé aujourd'hui, Birama Touré. Il n'y a aucun mandat d'arrêt et aucune question de justice officiellement concernant les autres griefs.
Je vais juste rappeler ça en passant et rapidement. On parle de pots de vin, on parle d'organisation de pots de vin, on parle de responsables ou complices de corruption, indirectement ou directement, de détournement de biens de l'État, d'expropriation de biens privés à des fins personnelles. On parle de corruption liée à des contrats gouvernementaux ou l'extraction de ressources naturelles. On parle donc qu'il aurait organisé l'enlèvement, la torture et l'assassinat de votre confrère. On parle également de l'accaparement de l'appareil d'État et de la coercition et menace sur des fonctionnaires pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Donc, un peu ce que vous disiez autour de la table, il ne travaillait pas au sein de l'exécutif, il était l'exécutif. C'est différent. Il ne travaillait pas au sein, mais il l'était. Parce que ses ramifications et les démembrements de son réseau lui permettaient de tout maîtriser. Flux financiers, flux d'influence politique, jeu de pouvoir. Le Mali était sous cette coupe et cette domination. Cette chose, c'est clair, c'est totalement clair. Nous, ce qui nous déplaît fortement dans la chose, c'est que ça soit encore et toujours des étrangers qui nous montrent le chemin. On est censé être responsable, souverain, à nous d'engager la chose et aux Américains de venir dire oui c'est vrai, nous on a un dossier. Nous c'est ce qu'on aurait aimé de voir que la transition est faite. Et là bien sûr je parle toujours en ne sachant pas ce que la justice a sous le coude. Donc effectivement comme l'a dit mon cher aîné, ils sont dans leur rôle de défendre un ressortissant de la diaspora. Et la chose est maintenant qu'on attend de voir s'il est réellement coupable. Et même on parle de l'entreprise Konijan en Côte d'Ivoire, mais je vous rappelle que Konijan existe ici au Mali depuis au moins une dizaine d'années. Et il avait le rent-car qu'il avait, l'entreprise de location de voitures, et une autre en stratégie marketing également. Donc il a une sorte de consortium Konijan qui existe au Mali. Donc si la Konijan de la Côte d'Ivoire a un problème, pourquoi les Américains n'ont pas parlé de la Konijan malienne? Beaucoup de questions restent en suspens, Karim innocent ou coupable, mais dans tous les cas, s'il y a un problème judiciaire, c'est à notre justice de faire ce qu'il faut pour notre justice à nous, pour nos compatriotes à nous. Ok. Karim, finalement, victime de la présomption de culpabilité. Moi, je pense qu'il faut faire énormément attention à ce qu'on dit et à ce qu'on veut défendre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont sorti un bout. Et ce bout, est-ce que les Maliens sont intéressés par ce bout à venir creuser pour savoir est-ce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont, c'est du vrai? Parce que c'est de cela que partira, comme je l'ai dit, la volonté manifeste des autorités maliennes à faire de la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption un point important. Ils ont si bien dit que par rapport aux preuves dont ils détiennent, comme il a si bien dit, il y a une société qui s'appelle Konijan, basée en Côte d'Ivoire, qui est créée par Karim et qui a été dans beaucoup de traitements de marché pour en fait s'enrichir sur le dos des Maliens. Et ils disent également que il y a eu un abus de position dominante par Karim parce que il était au sommet de l'État et par rapport à cette position, il a pu donner des marchés où il a pu se sucrer dans des marchés au détriment de l'intérêt des Maliens. Donc maintenant, si cela est vrai, et je pense qu'ils ont même aussi ajouté que des cadres maliens ont été enlevés de leur poste pour permettre à ce que des marchés puissent passer au gré des intérêts de Karim. Donc moi je pense que si les Maliens, comme ils le chantent tous les jours, veulent que nous soyons dans une nouvelle ère démocratique, dans une nouvelle ère de gestion du pays basée sur la transparence, moi je pense que nous devons être preneurs, mais nous ne devons pas être dans des supputations, nous ne devons pas être, comme on appelle, dans des interprétations à aller dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont plus de moyens, connaissent mieux le mécanisme par lequel ces situations-là fonctionnent plus que la justice malienne. Vous savez, aujourd'hui, la lutte contre la corruption se fait certainement via la justice, mais il faut que cette justice soit outillée par des moyens pour mener à bon port cette mission. Notre justice, est-ce qu'elle est efficace à ce point pour déceler un certain nombre de choses? C'est pourquoi je dis il ne faudrait pas qu'on se limite à la seule personne de Karim, que ce soit un filon
que l'on creuse avec la volonté politique des Maliens si réellement ce qu'on dit, ce qu'on chante est une volonté affichée qui est accompagnée également par des actes. Monsieur Yatara, avec en tout cas cette sortie des Américains, est-ce que la justice malienne a encore 1000 choix pour agir? Bon, moi je crois que dans l'imaginaire populaire, Karim est déjà condamné sans être jugé ni entendu. Ça c'est dans l'imaginaire populaire. Mais il faut faire réellement attention. M. Diko l'a dit que le signal, on regrette que le signal soit venu de l'extérieur. Mais moi j'avoue que la justice avait déjà posé les jalons en ce que quand Karim était député, il a été convoqué au tribunal de la commune 4. Oui. Mais 24 heures avant, la convocation a été annulée. La justice malienne a été courageuse. Donc le signal n'est pas venu de l'extérieur, mais plutôt le signal est venu de l'intérieur ici. C'est pour ce qui concerne comme la politique, c'est un peu le concentré du tout. Je crois que la politique a mis fin à ça. L'affaire les droits de l'homme. Exactement. De la corruption. Je viens. Aujourd'hui, oui, tout le monde dit. Est-ce que la justice a encore d'autres choix? Oui, il a cité une panoplie de griefs contre Karim. Mais aujourd'hui, très honnêtement, est-ce que même les Américains, est-ce que le Trésor américain a estimé aujourd'hui la richesse de Karim? Le problème se pose aussi à ce niveau. On ne peut pas accuser quelqu'un de tant de griefs et ne pas donner le montant aussi de sa richesse. Ça peut donner aussi une idée à la justice. Mais si on énumère seulement des griefs et qu'on ne donne pas le montant, là aussi il faut faire beaucoup attention. Nous n'avons pas une justice une justice bananière. Nous avons une justice qui est droite dans ses boîtes. Aujourd'hui, la justice aussi, c'est des faits. Et je crois qu'il faut aussi donner les faits, les chiffres pour que la justice puisse se saisir du dossier. Oui, alors moi je veux quand même apporter quelques précisions. Les Américains ont les chiffres, ont les montants, ils ont les sociétés. Vous savez, Karim, au début de mon intervention, je n'ai pas voulu mentionner la banque, mais maintenant je vais le faire. Il est actionnaire de Vista Bank. Vous connaissez cette banque? Vista Bank est en train de racheter une banque sur place au Mali. Et cette banque, elle existe dans 14 pays en Afrique. Pourquoi ils n'ont pas mentionné ça? Donc, nous sommes absolument pour une justice, mais nous voulons simplement dire, quand on veut faire des Malikoura, on doit faire des choses nouvelles. On doit mettre fin à nos anciennes pratiques. Quand son père était président, on ne dit rien. Nous sommes sortis. Il y a des gens qui sont morts, on a un nouveau Mali, et ce nouveau Mali ne change pas de comportement. Donc je dirais même, au lieu que ce soit des Mali Koura, c'est devenu des Mali Kolo. Nous sommes contre ça, justement. Donc la réalité, ils l'ont. Et les pouvoirs ici, ils ont la réalité. Ils ont manqué d'un courage de poursuivre. Tout dernièrement, je vis une proposition de note verbale, comment on appelle ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Pour créer un super procureur chargé de crimes économiques. Ça va voir le jour, peut-être en janvier. Mais pour conclure sur le cas de Karim, il n'y a pas que Karim. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont enrichies en termes de milliards. Tout à fait. Et cette transition nous casse les oreilles en disant serrez les ceintures et il faut nous accompagner pendant que vous êtes dans des 4x4 de 80 millions. Vous avez des budgets, pourquoi vous allez rentrer dans des véhicules de 80 millions pour aller travailler pour nous quand on ne peut même pas payer les enseignants? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas bâtis pour ces Malikoura, pour nous amener à Malikolo. Voilà ce que j'avais à dire. Allez-y. Oui, je voulais juste dire que au jour d'aujourd'hui, le mécanisme de lutter contre de telles situations au Mali est inefficace. Ça s'appelle la haute cour de justice. Depuis la création de la mise en place de cette haute cour de justice, vous savez, elle est limitée par les moyens et elle est limitée par ses propres textes. Moi, je pense au jour d'aujourd'hui, si les Maliens, à travers l'État, ont envie de savoir des choses encore en profondeur par rapport à cette affaire, tâchons d'approcher les Américains comme on peut approcher d'autres. En 1991,
des déclarations avaient été faites pour dire que Moussa Traoré détenait des milliards en Suisse. Et l'État s'est déplacé en mettant des moyens pour aller fouiller. Et si aujourd'hui on dit... rien trouvé. En attendant, essayons d'agir dans ce sens. Moi, je pense qu'au lieu de qualifier la communauté internationale comment on appelle ça, d'hypocrite, les Maliens doivent se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Parce que dire que je soutiens un tel qui devient désormais un membre de la diaspora, alors que ce qui lui est reproché sont gravissimes. Aujourd'hui, nous voulons connaître la vérité. Il ne s'agit pas de dire qu'il est désormais à l'extérieur. Tout Malien est un Malien, qu'il soit à l'extérieur ou qu'il soit au Mali. L'important aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui est advenu des biens de l'État malien qui ont été détournés. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire les yeux doux ou de tenir des propos mielleux par rapport à la situation. Même ceux qui sont aujourd'hui à la commande du pays, s'ils agissent dans le mauvais sens, que les Maliens se lèvent et s'impliquent pour que vraiment ceux qui leur appartiennent puissent les revenir. C'est de cela qu'il s'agit. Allez-y. On ne fait pas... Juste pour clore ce... Je voulais simplement... Voilà, je reviens encore, et on n'a pas une justice bananière. Et moi, je crois que pour que la justice puisse se saisir du dossier, vous prenez les rapports même du vérificateur général, du contrôle général des inspections, tous ces rapports-là viennent au niveau de la présidence. Et c'est vient au niveau de la CASCA. Et c'est la CASCA qui décide maintenant de sceller les rapports en deux parties, les recommandations et les irrégularités. Les recommandations sont au niveau de la primature pour être appliquées, mais les irrégularités financières sont envoyées au niveau du procureur du pôle économique. Comme il a dit, effectivement, il y a eu la création du pôle économique national et qui va couvrir toute l'étendue. Et c'est au procureur de juger de l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ça revient en des ressorts. Mais il faut beaucoup respecter la présomption d'innocence. J'ai dit, tout ce qui a été dit sur Karim, c'est dans l'imaginaire populaire pour le moment. Moi, j'attends les chiffres. Et j'attends les faits pour y croire. Anat, allez-y. Une seconde. Alors, je voulais dire à mon frère, si Karim fait un coup d'État aujourd'hui à Ouattara, nous allons le soutenir parce qu'il est même un criminel à un droit. Ça, c'est pour vous. À ce qui concerne... Non, il est important. Non, je ne pèse pas mes mots. Je le dis, je les assume. Entre Maliens. Non, je les assume. Ouattara est président d'un pays. Je te dis, si un Malien fait un coup d'État arrière, on va le soutenir. Oui, monsieur Aïdara. Je pense que cela est très grave. Non. Le débat se fait autour... Il faut que tu le comprennes. Le débat se fait autour des questions maliennes. Allez dire que... Abidjan, je pense que monsieur Aïdara, s'il vous plaît. On va s'écouter. Si un Malien de la diaspora, quoi qu'il fasse, même un criminel a des droits, on se rassurera qu'il a ce droit préservé. Maintenant, on va, s'il vous plaît, on va aussi clarifier le coup d'État est un crime qui est banni. On va pas. Monsieur Aïdara a donné le plus grand exemple, le pire exemple. Il ne disait pas qu'il allait. Même un criminel a des droits. Allez-y. Non, il faut que c'est mieux de mais ne préciser. cautionne pas la chose, mais il explique. Monsieur Aïdara, c'est mieux de le préciser. Dans un débat intermalien. Il ne s'agit pas d'une incitation, mais je donne le plus grand exemple. C'est tout. Pour la diaspora, on le défend, qu'ils ont tort ou raison. Maintenant, ce qui concerne la justice, nous avons une justice, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la justice soit équitable et à la portée de tous les justiciables. Moi, j'ai écouté le ministre aujourd'hui qui a donné des indications assez claires. Il a fait une saine appréciation de la justice malienne. Et il a promis également de corriger. Donc je pense qu'on peut lui donner le temps de la correction. D'accord. Mais d'ici là, en ce qui concerne Karim, nous disons qu'il aurait pu faire ça depuis très longtemps. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous cacher derrière les Américains ou la communauté internationale pour poursuivre quelqu'un. Il y en a encore une trentaine de Karim qui sont là et qui n'ont jamais été inquiétés. D'une affaire à une autre, l'attribution du marché de la carte d'identité biométrique à une société allemande continue à nourrir les débats dans certains milliers, entre guillemets, souverainistes. Et nous avons décidé ce soir de poser la question à nos invités. Monsieur Diko, déjà, est-ce qu'on doit s'offusquer de voir ce marché attribué à une société allemande qui a un bémol à ce niveau encore, hein? Bien sûr qu'il y a un bémol. Bien sûr qu'il y a un bémol. Je rappelle à nos téléspectateurs et à mes co-débatteurs qu'un coup d'État a été fait à Ibeka parce qu'il gérait mal, parce que notre souveraineté n'existait pas et parce que les étrangers avaient la main mise sur tout.
Juste une simple parenthèse, c'est la même chose. Cette justice qui a fait plus de 24 mois se réveiller, des étrangers se réveillent, sous Ibeka, ça n'aurait pas été toléré. De la même manière, je rappelle qu'en 2017, Ibrahim Boubacar Keïta avait donné ce marché à Cissé-Tech, Cissé Technologies, et qui était en partenariat avec une entreprise, je crois les imprimeries nationales de France, pour nous imprimer les cartes d'identité biométriques. Et il y avait eu un problème au moment de faire les impressions. L'État ne voulait pas faire d'avance, Cissé avait besoin d'avance, ainsi de suite. L'affaire avait capoté, en langage trivial. Et là, on revient à la même chose qu'on a combattue, c'est-à-dire qu'on redonne, là encore, une chose aussi essentielle que nos données biométriques de nos militaires, de nos civils simples, des personnes sensibles, encore à des étrangers. L'État nous a rassurés en disant que non, ces bases de données seraient sécurisées. Ils sont domiciliés au Mali. Oui, mais je vous rappelle qu'il n'y a même pas 6 mois, le groupe de hackers russes avait déjà lancé un hacking imposant massif sur les impôts maliens et qu'il y avait approximativement 300 000 dossiers de personnes imposées au Mali. Et les hackers russes avaient essayé de faire du chantage à l'État malien avec ça. Il est possible que votre dossier soit actuellement sur le darknet avec les hackers russes. Là, donc la sécurité, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas beaucoup de biens. C'est-à-dire à ce niveau-là qu'on nous dise que la sécurité de base de données informatiques est assurée au Mali. En tant qu'informaticien, je peux vous dire que j'écoute ça avec beaucoup de circonspection et ça m'étonne vraiment que cette sécurité soit réellement assurée. Vous auriez souhaité que les marchés soient attribués à un national? Bien sûr, à savoir maintenant, en réalité, est-ce que la compétence est là? Est-ce qu'elle existe réellement au niveau du Mali? Nous sommes pratiquement persuadés qu'elle existe. Et même si elle n'existe pas tout à fait, un partenariat pour un départ peut être mis en place pendant quelques mois avec un transfert de compétences de ces entreprises étrangères et qu'il n'y ait pas de manipulation. Mais c'est encore cette dichotomie, cette binarité même ce qu'on disait dans la justice, on veut quelque chose et on ne fait pas ce qu'on dit. D'accord. C'est ça, on veut notre souveraineté et un truc aussi sensible que les bases de données finit entre les mains d'Européens alliés de la France qu'on combat ouvertement, diplomatiquement et politiquement maintenant. On ne comprend pas. Monsieur Marico, le fait de donner ce marché à une société allemande jure avec notre désir d'aller à une souveraineté pleine et entière. Oui, moi je pense que le problème autour de ce dossier, c'est qu'il y a une opacité dans la passation, comme on appelle, de ce marché. Diko l'a si bien rappelé qu'en 2017, Cissé Technologies avait été adjudicateur, comme on appelle, de ce marché-là. Et après, il y a eu, comme on appelle, des imbroglios. Finalement, on s'est retrouvé même dans une procédure judiciaire jusqu'au niveau de la Cour suprême entre 2 opérateurs économiques maliens par rapport à la même situation. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est également une préoccupation en tant qu'homme politique, c'est que ces cartes biométriques vont faire également fonction de cartes électorales. Et à nos jours, est-ce que le fichier électoral ou les fichiers électoraux, disons le fichier électoral dont il s'agit, où il y a eu beaucoup de questions autour, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce fichier a été actualisé? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, comment on appelle ça, la confection simplement de la carte doit amener les Maliens à dire que désormais il y a eu un nouveau acquéreur, comme on appelle, du marché. Comment tout cela s'est organisé? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si les autorités actuelles ne font pas attention, nous risquons de nous retrouver dans des situations précédentes qui ont déçu les Maliens à dire que ce n'est pas possible. Et, comme on appelle ça, les uns et les autres sont juste en train de s'organiser pour uniquement pouvoir siroter dans les ressources, comme on appelle, publiques du Mali. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les autorités maliennes compétentes de dire voici la situation clairement posée par, comme on appelle, la passation de ce marché-là. Nous l'avons fait, voici l'acquéreur et voici les conditions. Parce que nous savions à l'époque les conditions
financières dans lesquelles Sissot Technologies allait, comme on appelle, confectionner ces cartes-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un omerta sur, et comme on appelle la question financière et les modalités de passation, comme on appelle, de ce marché-là. Et également, comme je le disais, par rapport à la question politique. Est-ce que les acteurs politiques ont été impliqués pour que nous puissions savoir le fichier qui sera mis à disposition du nouveau acquéreur du marché est un fichier fiable? Non, selon vous, peu importe l'identité de l'adjudicataire. Non, pour le moment, je pense quand même qu'il y a un flou et le Mali croit doit se faire autour de la transparence et il n'y a franchement pas de transparence dans l'octroi de ce marché et également ça fait peur parce que les conséquences pour faire des cartes électeurs, disons des cartes d'électeurs et des cartes d'identité couplées dans une situation de confusion comme ça, je pense que ça fait peur parce que nous sommes bientôt à la veille des échéances électorales avec le référendum, avec les élections communales, avec les élections législatives. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs questionnements et le flou ne rassure pas. Nous sommes dans un flou. Il faut que les autorités nous aident à sortir de ce flou-là. Ok, monsieur Yatara, on a entendu quand même l'ancien président de la Chambre de commerce d'industrie du Mali donner de la voix pour en tout cas dénoncer l'attribution de ce marché à cette société allemande. Vous savez, la société allemande, c'est Dermalog, l'identité est bien connue. En fait, marché attribué aux nationaux ou à l'étranger, in fine, moi je veux la qualité. Et c'est ça qui est très important. Déjà, au niveau national, comprenez qu'au niveau de l'artisanat, vous savez comment la main-d'œuvre sous-régionale a envoyé le marché malien déjà, par faute de qualité. C'est au niveau de la formation professionnelle. Ça, c'est déjà un niveau très faible. Et si vous faut monter à ce niveau-là pour confectionner les cartes biométriques, je crois qu'il faut se poser beaucoup de questions. Si réellement la compétence et l'outil est là. Deuxièmement, c'est que moi, le ministre de l'administration territoriale a été très clair. Il a dit que ce choix respecte les 3 conditions du chef que Assimi Goïta a toujours évoqué, à savoir le respect de la souveraineté, le respect du choix du partenaire et aussi les intérêts nationaux. Mais très honnêtement, quand il dit que l'unité de production est là, c'est une façon de délocaliser. C'est une délocalisation de l'entreprise allemande ici. L'unité de production est là. C'est une question de souveraineté. Et là, je crois que se plante un peu. C'est pas une question de souveraineté. Voilà. Mais ce qui, moi, en tant qu'élu, ce que moi je reproche surtout, c'est qu'on aurait dû donner le temps pour les corrections. J'avoue que le RAVEC 2009 a été fait avec beaucoup d'erreurs. Avec beaucoup de souvent, c'est le nom du père qui est celui du fils. Souvent, le nom de famille est très mal écrit. Et je crois que le gouvernement, avant de se lancer dans ça, aurait dû donner 3, 4, voire 6 mois pour réellement corriger ces corrections-là. Et éviter ceux qui ont 2, 3 actes de naissance, leur donner le choix aussi de choisir un seul acte de naissance. Mais comme ça, si on continue comme ça, je crois que beaucoup vont être fouillés et in fine, ça aura beaucoup de conséquences. Ok. C'est quand même un dossier qui vous intéresse particulièrement. Absolument. Absolument. Alors, je pense qu'il y a de quoi édifier nos téléspectateurs et aussi vous qui sont autour de la table. Nous avons été les premiers à être concernés par rapport à cette carte d'identité. Parce que nous souffrons, quand je parle au nom de la diaspora malienne, cette fameuse carte NINA, qui veut dire carte d'identité nationale. Et nous avons exigé que des corrections soient faites. Le gouvernement a pris une décision qui est même passée hier à l'Assemblée. Ils ont voté la loi pour permettre à chaque Malien qui ne peut pas être à Bamako de mandater un cousin ou une cousine et de corriger ses erreurs. Autrement dit, d'obtenir la carte qui correspond à son permis de travail dans son pays de résidence. Nous avons exigé, quand le ministre de l'administration territoriale, je l'ai rencontré il y a 1 an, il m'a dit, je suis en train de digitaliser tous nos documents d'état civil. Extrait de naissance, permis de travail, enfin permis de véhicule, les cartes grises et les cartes. Et la première chose que le gouvernement a fait, c'est que beaucoup de Maliens ne savent pas, notre base de données a été délocalisée en France pour un pays souverain qui ne détient même pas sa base de données dans son pays. Donc la première des choses qu'ils ont fait, c'est de payer cette entreprise qui exigeait de l'argent pour la carte NINA. Hein? Pour la carte NINA, une carte pour ramener les bases de données. Donc ils ont ramené notre base de données.
Maintenant, souverainement, nous avons notre base de données. Donc, on a demandé qu'il y ait une seule carte, une carte d'identité biométrique et électeur. À chaque élection, c'est des milliards qui volent par la fenêtre, alors qu'on pouvait avoir une seule carte qui fait aussi lier des cartes électeurs. Ils l'ont accepté, ils ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, nous allons avoir une carte d'identité biométrique et électeur. Pour nous, la diaspora, ce serait une carte d'identité biométrique, consulaire et électeur. Donc, on est dans un délai connu de tout le monde. Il faut finir la transition en 2024. La compagnie allemande qui a été choisie, c'est l'une des meilleures compagnies au monde. J'ai des partenaires d'une grande compagnie qui le suit, dont je mentionnerai d'ailleurs le nom, qui s'appelle De La Rue. Alors, s'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre de ça, c'est bien moi. Parce que je représente cette compagnie. Mais les raisons qu'on m'a données, M. Haïdara, pour nous permettre d'être dans le délai et recenser que chaque Malien ait sa carte d'identité pour lui permettre de voter, et aussi la diaspora, nous avons eu l'offre qu'ils vont immédiatement commencer la construction de l'usine. Et je peux vous dire, l'usine est finie. Les cartes sont là. D'accord. Donc, dans une passation de marché, si nous passons par le code des marchés, il faut faire un appel d'offres restreint ou ouvert. Avec tout ce que cela comporte, on ne serait jamais dans les délais pour aller aux élections avec chacun sa carte d'identité biométrique et électeur. D'accord. Donc, on est dans un régime exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Moi, je suis perdant, mais je soutiens la décision du gouvernement par rapport à cette compagnie allemande. Et pour finir, oui. Vous savez, cette compagnie allemande, c'est cet Allemand d'ailleurs qui a été c'est-à-dire l'inventaire du biométrique. Donc, on n'a pas pu trouver meilleur que la compagnie allemande, bien que ce soit une compagnie concurrente de ma compagnie. Voilà ce que je voulais préciser. Là, allez-y. Oui, moi je pense que souvent, il faut qu'on fasse attention. Nous sommes dans un pays qui se veut désormais être vu comme une vitrine de la transparence. M. Haïdara peut ne plus être intéressé parce qu'il fait confiance à la société qui a été retenue, mais il y a d'autres Maliens qui sont libres de s'intéresser à ça. Absolument. Parce qu'ils mènent des activités économiques et ils pensent que ça doit être fait dans la transparence. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, la gestion de ce dossier n'est pas une gestion transparente. Et cette opacité amène les uns et les autres à douter. Parce qu'il s'agit aussi, comme on appelle, des milliards. Tout à l'heure, on était en train de parler d'une personne qui est aujourd'hui incriminée pour des abus de position dominante. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que la passation de ce marché aussi fait l'objet de la même situation? Moi, je pense que nous sommes dans une transition qui est née de la chute d'un régime pour plusieurs raisons. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, l'une de ces raisons-là, c'est le manque de transparence. Et par rapport également à comment on appelle ça, à la passation de ce marché, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Il faut que ces autorités fassent extrêmement attention. Et mieux, je dis qu'il y a des enjeux électoraux par rapport à cette situation. Est-ce que les cartes d'électeurs qui vont être confectionnées à l'issue de cette passation de marché, ces cartes seront confectionnées conformément à la volonté de la classe politique, conformément à la volonté des Maliens, pour que demain, nous ne soyons pas butés à des problèmes. Il est là, il est maire. Il a dit que le fichier NINA existant comporte des irrégularités. Est-ce qu'on doit prendre en compte ces irrégularités, aller après, comment on appelle, la correction de ces irrégularités pour en fait avoir des nouvelles cartes, ou se précipiter, comme toujours, se précipiter pour aller se casser le nez après, pour dire on a besoin, comme on appelle, de soutien des autres. C'est en cours, mais c'est un véritable parcours de combattant que de pouvoir corriger ces irrégularités-là. Je vous en prie, à longueur de journée, les gens se partent à la mairie, font des réclamations, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas et ça bloque les gens. Et je crois qu'il faut que le gouvernement soit courageux. Mais donner 3-4 mois pour corriger ces irrégularités-là. On a donné des facilités à la diaspora. Donner ces mêmes facilités à ceux qui sont à l'intérieur. Ces facilités consistent à laisser corriger la partie naissance. Voilà. Non, au niveau national, c'est un véritable parcours de combattant. Je n'ai vu rarement. Peut-être, non, je vous dis, je suis confronté à ça. C'est au quotidien que je vois ça. C'est au quotidien que je vois ça. On part faire des réclamations, mais j'ai dit ça n'aboutit pas. D'accord. Ça n'aboutit pas. Allez-y. Juste 30 secondes.
secondes avant qu'on passe au thème suivant. En fait, en réalité, là, mon aîné parle au nom de la diaspora. Nous, en tant qu'hommes politiques, on va parler au nom de nos partis politiques et nous représentons également la diaspora. Tout à fait. On comprend l'histoire de la situation exceptionnelle. Il faut faire parfois des choses vite. Malheureusement, on ne peut pas être un chantre de l'exemple. On comprend, même si on ne l'excuse pas. Parce que des gens qui font un coup d'État pour des problèmes de gestion ne peuvent pas reproduire le même schéma. C'est ce que je disais, il y a une dichotomie dans les choses. Ça devient une sorte de folie. Comme le disait le sage, la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent. C'est-à-dire en espérant qu'à la fin, il n'y ait pas de coup d'État. On répète les mêmes actions qui ont abouti sur des coups d'État, en espérant qu'il n'y en ait plus. Nous, en tant qu'hommes politiques, ce qui nous inquiète réellement, ce n'est même pas la passation de marché, c'est la gestion maintenant de la base de données. Cette gestion, on ne sait pas comment elle va être faite. Et si, à cause de la situation exceptionnelle, certaines personnes qui doivent réviser cette liste et cette base de données ne seront pas en mesure de le faire, est-ce qu'il est dit que c'est ces cartes qui nous permettront de voter et pas d'autres ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les hommes politiques? Ça veut dire que, est-ce qu'il y aurait, par exemple, 400 000 cartes de plus faites pour voter qui sont un réservoir électoral pour X ou Y? Est-ce que ces personnes existent réellement? Comment est-ce que ça va être révisé en aussi peu de temps et rectifié en aussi peu de temps? C'est vrai que, comme il disait, la société, elle est fantastique. C'est eux qui ont fait le Djibouti au début de l'année. Ils font beaucoup de bon travail, mais nous sommes ici au Mali, nous avons notre réalité et nous restons vigilants. Et nous regardons ce qui se passe. Allez, rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, la diaspora, sur le fichier électoral actualisé actuellement, il est de 8 600 000 électeurs, l'ensemble des Maliens. Mais la diaspora malienne, nous sommes 452 900. C'est inadmissible. Donc, moi, je posais des questions, j'ai eu des réponses. Je dis, comment... Est-ce que les réponses vous ont satisfait? Voilà, non, je ne suis pas satisfait. Ça, nous en sommes sûrs. Non, je ne suis pas satisfait. J'ai dit, avec les partis politiques, est-ce que vous allez créer une commission de suivi et évaluation? C'est là notre interrogation. Voilà, et c'est évaluation. La réponse que j'ai obtenue, M. Haïdara, tu n'es pas politique, occupe-toi de ta diaspora. Nous sommes politiques. Les politiques vont poser la question et ils auront une réponse. Je peux vous rassurer que nous sommes beaucoup plus conscients, pas plus conscients, mais plus concernés que vous. Parce que ce que les Maliens de l'intérieur veulent faire, qu'on nous limite à 452 900, nous n'allons pas accepter. Il y a eu un recensement à caractère état civil ici au Mali, mais jusqu'à aujourd'hui, la diaspora n'a pas été recensée. Donc nous voulons être recensés parce qu'on est sûr d'avoir entre 2 ou 3 millions d'électeurs potentiels. Et vous, les politiques, vous avez peur d'avoir un président... D'accord. Nous, c'est le même combat. Non, c'est le même combat. Non, comme on parle de politique, il faut que je vous parle en face. D'accord, ils ont peur d'avoir un président, un président avec résidence à l'étranger. Mais qu'est-ce que cela... Ça, non, on n'en veut pas. Vous imaginez un président japonais qui habite aux États-Unis. On va à présent évoquer les derniers thèmes de l'émission. La synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 a décidé ce mardi de la levée de son mot d'ordre de grève de 72 heures qui devait être mis en vigueur le mercredi 14. Cette levée du mot d'ordre a été possible grâce à un accord autour de l'application de l'article 39 selon certaines informations qui sont à notre possession. Monsieur Yatara, déjà on peut dire finalement que la question de l'article 39 est définitivement derrière nous avec ce compromis. Je crois que la page est définitivement tournée à ce que je cherche. Parce que tout simplement, en fait, l'article 39 est inséré dans une loi. Loi statuant qui stipule le statut général des enseignants. Et qui dit cet article 39 là, c'est toute augmentation au niveau du statut général aussi doit être aussi répercutée sur le statut particulier des enseignants. Et voilà tout le problème en réalité. Mais je crois que c'est une faiblesse administrative qui a amené tous ces problèmes-là. Sinon, ça n'aurait même pas dû passer au niveau de l'administration, à plus forte raison d'être voté au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, les enseignants ont été très clairs. Ils ont trouvé comme mot, comme quoi que, effectivement, on les a convaincus pour dire que ça a une incidence financière que le budget ne peut pas supporter. Ça leur avait été déjà dit il y a longtemps.
mais ils n'avaient pas accepté. D'accord. Mais pourquoi ils l'ont accepté maintenant? Ça aussi, c'est le problème. Okay. Mais ils ont accepté ça au profit de 3 conditions. La première condition, c'est quoi? C'est qu'ils ont accepté 12 milliards 300 millions sur l'indemnité, sur la prime spéciale de responsabilité, qui sera ajoutée à la prime spéciale de responsabilité, et qui fait que 11 000 francs par enseignant. Les 12 milliards répartis entre les enseignants. La deuxième condition, c'est la relecture de l'ordonnance de 1975 et par rapport à la prime sociale d'enseignants. Il dit qu'effectivement, le truc là, la conférence sociale a dit de relire ça et ils auront peut-être d'autres avantages par rapport à ça. Et la troisième condition, c'est qu'en réalité, ils sont en train d'élaborer un document cadre par rapport à de rendre plus attrayant la fonction d'enseignant. Et je crois que, in fine, il ne faut pas qu'on ait peur de dire qu'ils n'ont eu que 11 000 francs pour le mois. Les autres, là, ce n'est pas encore chiffré. D'accord. Mariko? Oui, moi je pense que, contrairement à M. Yattara, ma lecture, c'est que notre État s'était engagé à prendre une loi qui donnait ou qui donne des avantages aux enseignants au même titre que les autres cadres de l'administration. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette loi-là, il y a eu des problèmes. Et ces problèmes ne relève pas, comme on appelle, des enseignants. Maintenant, on est tous contents quand même que les uns et les autres aient compris qu'un droit leur avait été donné par une loi. Maintenant, à défaut de pouvoir leur donner l'entièreté de cette, comme on appelle, des prérogatives ou disons des avantages de cette loi, on peut trouver toujours un moyen de s'entendre. Maintenant, je pense qu'avec cette prime de 11 000 francs, les démarches viendront. L'État est une continuité, la fonction enseignante est éternelle. Et je pense que dans les jours à venir ou dans les années à venir, d'autres moyens seront mis en place pour voir comment on peut honorer, comment on peut valoriser la meilleure des fonctions, qui est la fonction vraiment de l'enseignant. C'est ce que j'ai dit en réalité. Le concret qu'ils ont obtenu, c'est les 11 000 francs. Les autres deux parties, c'est dans le futur. Mais en réalité, ça n'a pas été estimé financièrement. Et on peut rien dire sur ça pour le moment. On a finalement déplacé le problème en écoutant M. Yattara. On a déplacé le problème, c'est même pas ça. On a fait quelque chose de terrible là dans ce pays avec ce problème de l'article 39. L'article 39 n'a pas disparu là. Il a sombré dès le moment où il y a eu la grille unitaire. Il a sombré dès ce moment-là, avec le combat de l'UNTM. Il a sombré également dès le moment où un État, et là je ne suis vraiment pas d'accord avec vous Mariko sur ça, où un État a décidé de bafouer un acquis social. Et vous l'avez dit vous-même, l'administration et l'État est une continuité. En aucun cas, on ne peut accepter qu'un État procède et donne et concède un acquis social et ensuite le retire. Non, la loi n'est pas abandonnée. S'il vous plaît. La loi et n'est le pas retire. S'il vous plaît. Allez-y. C'est totalement inacceptable. C'est également inacceptable de la part de responsables qui, eux, étaient à l'époque du côté enseignant, qui aujourd'hui sont ministres. Ça, c'est incompréhensible. Est-ce que finalement, le ministère de l'enseignement, pas plus royal. Moi, je suis enseignant. Je suis enseignant. On a quand même entendu la réaction. Je suis on a entendu la réaction. C'est mon sang. On a entendu la réaction de ces syndicalistes et ces syndicalistes également, qui sont satisfaits. Et ces syndicalistes également, leur comportement est indécent. Et que la chose reste claire. Nous venons de sortir de 4 ans de lutte. Et je dis bien, les cadres de mon parti, la majorité sont des professeurs et des enseignants. Je suis héritier d'enseignants, et c'est mon héritage. Je me sens enseignant de corps, de cœur, d'esprit. D'accord. Ces enseignants-là, 4 ans de lutte pour finalement revenir aux primes que Soumaïlou Boubé Maïga Ibeka leur proposait. Donc, tout ça pour ça, selon Tout vous? ça pour ça, Okay. sans que ces primes soient encore, on ne sait toujours pas si ça sera pris en compte sur les pensions de retraite. Monsieur Aïdara. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui leur est arrivé? 30 secondes. Oui, c'est ce que je disais, on s'est battu pour le Mali courant, mais on est en train de vivre le Mali Qu'est-ce qui est colon. arrivé? C'est fou. C'est-à-dire les métiers, le corps le plus important dans un pays, les enseignants. Ils ont fait des sacrifices qu'aucun fonctionnaire n'a fait. Si on ne valorise pas nos enseignants, le Mali n'ira nulle part. Et on ne peut pas voter une loi et colmater la même loi pour le dire d'accepter. Moi, je les félicite, je les encourage. Wallahi, il n'y a pas un patriote dans ce pays mieux que ces enseignants. Ils l'ont accepté pour l'instabilité du Mali. Tout à fait. Ils souffrent dans leur sœur. Donc je demande à ce gouvernement, avant la fin de la transition, on trouve le moyen de le récompenser. Chaque enseignement, on peut lui donner intérêt.
de les donner des terrains, chaque enseignant dans son village. Compensation. Donc, monsieur le syndicat, nous vous félicitons au nom de la diaspora d'avoir voulu mettre le Mali au-dessus de tout, mais je vous demande également d'exiger une compensation qui va au-delà de 12 000, qui ne peut même pas acheter de crédit pour téléphoner, qu'on vous donne des terrains pour vous compenser. J'ai un mécanisme que j'avais proposé à l'époque, on le proposera encore afin que nos enseignants, les meilleurs parmi nous, rentrent dans leurs droits. C'est sur cette proposition que prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé, qui réservait comme invité M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Maman Mariko, président du CRAJ Faso Nieta, Mohamed Alamine Diko, secrétaire politique du RDS, et M. Abdallah Yatra, cadre du parti Yéléman et conseiller communal. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Fatoma dans la région de Mopti. Merci.